Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Qu'est-ce que c'est bon, de retrouver la Cité de la Réussite. 4 ans et demi, hein, Sylvain. Qu'est-ce que ça fait du bien, mais vous avez un talent pour, faire monter le désir. Vous savez ce que disait Clémenceau, c'est le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. J'ai un peu le sentiment de monter l'escalier en ce moment, et ça fait un bien fou. Alors, la merveilleuse histoire du temps. On va parler du temps, de prendre le temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'ailleurs de venir ici. La merveilleuse histoire du temps, c'est infini comme thème. Déjà, ça commence quand? Comment on le compte? Pourquoi on le modélise? Comment on le perçoit? Est-ce que le « en même temps », comme dirait l'autre, existe? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ça existe? En tout cas, merci d'être là. Et on va commencer tout de suite parce qu'on a un panel. C'est la Dream Team, j'allais dire la meilleure équipe de tous les temps pour nous parler de ce sujet-là. Et donc, j'appelle sur scène Aurélie Jean,
docteur en sciences, entrepreneur et silico veritas, chercheuse. Elle voyage tout le temps, elle est entre les mines Paris Tech à Paris, donc, le MIT, la Silicon Valley. Elle est, aussi chroniqueuse, hein, au Point et aux Échos. Il faut le dire, je dois le dire, et elle va rougir, mais la personne la plus intelligente que je connaisse. Et pardon pour les autres qui vont arriver, mais je suis désolé. Il faut bien dire les choses. J'appelle également Georges Haddad, professeur émérite, président honoraire, Paris Panthéon, Sorbonne. C'est un matheux qui aime la... là, il y a votre nom ici. C'est un matheux qui aime la poésie. Il a roulé sa bosse un peu partout à l'UNESCO. C'est l'universitaire avec un grand U, je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça. En tout cas, bravo et merci d'être là. J'appelle également Thierry Derez, PDG du groupe Covea. Voilà, là-bas. L'assureur qui monte. C'est une surprise, avocat, il était avocat à la Cour d'appel de Paris, avocat et assureur. Il est aussi passionné de philosophe grec et il a été champion de natation universitaire. Et oui, ce qui prouve que il va vite et pas seulement quand il bat des pieds. J'appelle également Étienne Klein. Directeur de recherche au CEA, docteur en philosophie des sciences, auteur prolifique, notamment de livres sur le temps. Il a beaucoup écrit sur le temps. Des livres, un qui s'appelle Le Temps, il y a je sais plus, il y en a énormément de livres sur le temps, il y en a 3 ou 4 au moins. C'est l'homme qui vous rend intelligent rien qu'en vous parlant. C'est toujours un bonheur et on en ressort toujours mieux. Parfois même on croit qu'on est intelligent, puis après on se dit mais qu'est-ce qu'il a dit au fait? Mais globalement, dans l'instant, on se sent toujours intelligent. En tout cas, on peut applaudir ces panélistes. J'ai dû réduire considérablement la présentation et leur CV, sinon on y aurait passé 2 heures. Et je salue également les étudiants qui sont là devant et qui vont poser des questions. La cité de la réussite, c'est d'abord pour vous, et c'est à vous. Alors, je voudrais poser une question d'abord. Je vous remercie pour commencer d'avoir été ponctuel et d'être là à l'heure. J'ai un très bon ami qui s'appelle Jean-Paul Anteven, qui est éditeur et également chroniqueur au Point, qui écrit au Point, et qui a cette formule. Il dit les gens qui sont toujours en retard sont narcissiques, ceux qui sont toujours en avance sont paranoïaques, et ceux qui sont pile à l'heure sont des pervers. Je vois que certains se reconnaissent. Alors, question Étienne Klein, narcissique, parano ou pervers? Moi je suis toujours à l'heure, mais quand je suis en avant, je me cache pour faire voir que je suis à l'heure. Pervers? Mais non, pas vraiment, parce que justement je me cache. Mais sinon, quand je fais un cours sur le Big Bang, parfois j'explique que quand on remonte le temps à l'envers, avec les équations d'Einstein, on arrive à une singularité qui correspond à un univers ponctuel, qui a le volume d'un point. Et j'ai des étudiants qui pensent que ça veut dire que l'univers est arrivé à l'heure. Et si je vous suis, ça voudrait dire que l'univers est pervers. Mais bon, on ne va pas extrapoler. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Vous voyez, dire l'univers est arrivé à l'heure, c'est une jolie phrase, non? C'est magnifique. Ça ne veut rien dire, mais c'est joli. Aurélie Jean. En fait, en vous écoutant, je viens de réaliser qu'en fait, j'étais une pervers narcissique, donc c'est un peu gênant, puisque ça fait beaucoup d'un coup, ouais, je sais. Puisqu'en fait, je suis naturellement à l'heure, mais je suis parfois intentionnellement en retard, étant introvertie, je veux pas qu'on me remarque, donc j'arrive et je me mets dans la masse, voilà. Bravo pour la perverse narcissique. Georges Haddad. Moi, je suis les 3. Avec le micro. Non, je suis les 3, pervers, narcissique et paranoïaque. Et j'assume. Eh ben voilà. Non, en fait, votre estime des panélistes baisse un peu, j'ai l'impression déjà. Oui, Thierry Drez. Hypochondriaque. Pour un assureur, c'est un peu normal, non? C'est une seconde nature. Alors, j'avais envie de commencer. Étienne Klein, le temps, ça commence quand? Vous, le physicien?
Ça commence au Big Bang, ça commence quand? J'en ai aucune idée, parce que d'abord le mot temps est un mot qui désigne toutes sortes de choses différentes. Donc ce qui est bien avec le temps, c'est qu'on peut en fait tout en dire. On peut dire que c'est une illusion, on peut dire que c'est une entité physique, on peut dire que c'est un produit culturel, on peut dire que c'est une création de la conscience. On peut absolument tout dire. Mais si on regarde du côté des philosophes, on s'aperçoit qu'il y a deux types de doctrines. En gros, il y a ceux qui disent que le temps dépend de la conscience, et il y a ceux qui disent que le temps ne dépend pas de la conscience. Les philosophies qu'on appelle corrélationnistes et puis les autres. Alors, si vous dites que le temps dépend de la conscience, ça veut dire que le temps n'existe que s'il y a un sujet conscient qui lui donne une réalité. Mais les physiciens ont établi au XXe siècle que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années. Et d'autres ont établi que l'humanité consciente n'existe que depuis quelques millions d'années. Ce qui veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Mais si le temps pour exister a besoin d'un sujet conscient, comment a-t-il pu passer avant que le premier sujet conscient apparaisse? Je suis désolé. Il nous cherche. C'est quand même des questions qui se posent. Il nous cherche. Non, ça s'appelle le paradoxe de l'ancestralité, et c'est un paradoxe tellement grave. Si vous faites dépendre le temps du sujet, vous ne pouvez plus expliquer comment le sujet est apparu dans le temps, que d'aucuns disent que c'est la preuve que le temps est une entité physique, ce qui donne aux physiciens une autorité suprême pour en parler, et disqualifie tous ceux qui ne sont pas physiciens. Alors, Georges Haddad, concrètement, donc ça veut dire qu'on ne sait pas. Et depuis combien de temps on sait qu'on ne sait pas? Comment ça a commencé? Alors, je ne suis pas assez vieux pour vous le dire, mais moi j'ai envie de vous citer une phrase qui est pour moi révélatrice de ce qu'on peut dire sur le temps, quoi qu'on en pense. Saint Augustin, dans le livre 11 de ses Confessions, écrivait la chose suivante. Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Il parlait du temps. Je crois que tout est dit. Parce que le temps, ce n'est pas un singulier, il y a les temps. Même en physique, nous avons plusieurs temps. J'en parlais avec mon ami Marc Lachiaiseray. Il y a le temps universel de Newton, il y a le temps de la théorie de la relativité générale, qui n'est pas le même. Un temps qui change avec la vitesse, etc. Le temps et la matière semblent être liés, mais je laisse les physiciens en débattre. Moi, je ne suis qu'un mathématicien. Et les mathématiques, c'est une poésie du monde. C'est le rêve, c'est la pensée, et puis ça aide toutes les autres disciplines. Donc le temps, il faut parler des temps. Et le temps qui m'intéresse aujourd'hui, à mon âge, puisque je viens de prendre ma retraite de président d'université et de mathématicien, c'est le temps subjectif, le temps des émotions. C'est ce temps-là qui m'intéresse et avec lequel je veux finir mon temps. Il n'est pas fini votre temps, vous avez l'air en pleine forme. Hein, non, si. Vous avez plus en forme que moi, objectivement. Justement, parce qu'on a parlé de science, aux religions, ça sert à quoi de modéliser le temps? Est-ce que ça se modélise et à quoi ça sert et quand est-ce qu'on a découvert ça? Alors c'est une très bonne question et pour répondre à cette question, il faudrait répondre à une autre question qui est pourquoi on modélise? Et du coup, pourquoi on modélise le temps? En fait, on crée des modèles depuis très longtemps, hein, depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours. À l'époque, les modèles étaient analytiques, mathématiques, puis ils sont devenus numériques aujourd'hui, traduits sous forme algorithmique. Et en fait, on modélise pour trois grandes raisons, j'ai envie de dire. La première, ça va être pour répondre à une question. Donc je vais prendre des exemples d'aujourd'hui pour que les gens comprennent. Une question toute simple qui va être, y a-t-il un chien sur cette photo? Question très importante. Et puis, on va aussi avoir des modèles. On va modéliser le monde, de faire une représentation approximée, parce qu'on ne sait pas tout du monde, pour comprendre des mécanismes. Par exemple, comprendre la propagation d'un virus, comme le Covid. Comprendre les mécanismes du traumatisme crânien. Moi, j'ai travaillé là-dessus, etc., etc. Pour aller modéliser des choses qu'on ne peut pas observer dans le monde réel. Et puis, on va aussi faire des modèles pour aller faire des prédictions, anticiper ce qui peut arriver. Et donc dans la prédiction, ça va être des choses toutes simples, comme prédire la météo grâce à des modèles de physique parfois assez complexes, sur des temps relativement longs, ou relativement courts, ça dépend. Et donc voilà, donc en fait, quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'il faut que le temps soit intégré, ou pas, ça dépend de ce qu'on modélise, hein, bien sûr, dans en fait, ces modèles. Et on l'intègre de manière explicite,
ou implicite lorsqu'on l'intègre. Explicite, c'est-à-dire que le temps va être une variable, et ça, Étienne connaît ça très bien, c'est-à-dire que le temps va faire partie des équations, va faire partie de la logique d'exécution. Et puis vous avez aussi des cas où le temps va être implicitement introduit dans les modèles, puisqu'en fait, on va fournir au modèle un jeu de données d'entrée qui représente un temps précis et qui va nous fournir un résultat sans explicitement définir le temps. Donc ça, c'est important aussi. Et par exemple, c'est ce que je fais aujourd'hui sur le cancer du sein, où en fait, à partir d'une mammographie, qui est à un temps donné, je suis capable, avec mon équipe, de détecter, Dr Philippe Benyelouche et Grégory Amseanou, de détecter en fait s'il y a un cancer en évolution à tel endroit. Mais en fait, le temps ne fait pas partie de mon modèle, vous voyez, mais c'est à un temps précis. Donc voilà, donc quand on comprend tout ça, on comprend que modéliser le temps permet d'anticiper, de comprendre des mécanismes et de répondre à des questions à un temps donné. Donc la pomme de Newton, elle est dans l'instant. En revanche, le Covid, c'est dans le temps, c'est ça. Voilà, la différence entre un virus et une pomme. Donc par exemple, prenons le cas de Newton et de la pomme qui tombe. Vous connaissez tous ça, hein, c'est ensuite la loi de la gravité. Typiquement, donc vous parliez du temps newtonien, c'est ça, hein, c'est-à-dire que lorsque la pomme tombe, on peut la faire tomber aujourd'hui, on peut la faire tomber dans 10 ans. Grosso modo, si c'est la même pomme, le champ gravitationnel ne change pas, on aura les mêmes effets physiques. Voilà. Mais donc le temps n'en fait pas partie. Il va faire partie parce qu'en fait il est dans l'accélération de la vitesse, mais en fait il ne fait pas partie en fait du phénomène précis. Alors par exemple typiquement voilà le Covid, on a une évolution dans le temps du virus, on a une évolution spatiale mais qui est liée au temps, une évolution démographique mais qui est liée au temps, et on a une évolution temporelle. Donc toutes ces choses-là en fait voilà. Donc le temps peut faire partie du modèle, peut ne pas en faire partie, et lorsqu'il en fait partie, on peut l'expliciter, on peut le définir explicitement dans les variables. Ou alors le définir implicitement parce qu'on fournit au modèle un jeu de données d'entrée qui est à un temps précis. Et alors justement, on va poursuivre sur les modèles du temps, parce que c'est un peu votre métier de reste, de modéliser ce qui va passer dans le temps. Et ça vient d'où ce besoin de s'assurer contre quelque chose qui peut arriver dans l'avenir, de se prémunir contre quelque chose qui peut arriver dans l'avenir? Est-ce que ça fait longtemps qu'on a peur de l'avenir et qu'on veut se prémunir de ce qui peut arriver? Je pense que ça fait assez longtemps. Les quelques millions d'années d'existence de l'espèce humaine que mentionnait Étienne il y a quelques instants me paraissent coïncider avec la peur de l'avenir. On a à peu près tout essayé. Parmi les instruments plus ou moins sophistiqués figure l'astrologie. L'astrologie... Ça marche bien. Ça marche bien. C'est un concurrent extrêmement sérieux pour l'assurance. Puisque nous ne sommes pas capables de ventiler la population qui aura un sinistre en 12 parties correspondant aux 12 signes du zodiaque. Et je ne rentre pas dans les décans et les choses comme ça. Bon. Je pense que l'être humain a toujours nourri une inquiétude par rapport à l'avenir, au devenir. C'est lié, je pense, à notre conscience de notre situation de mortel. Puisque Étienne a tiré le débat dans le camp des physiciens, je voudrais le recentrer en évoquant un peu une autre discipline intellectuelle qui, selon Heidegger, n'est pas totalement négligeable, c'est la poésie. Il existait à Troie, dans l'Antiquité, un jeune homme extrêmement beau qui s'appelait Titon. Titon était tellement beau, comme son frère Anchise, qui a eu, dit-on, une histoire avec Vénus, que la déesse de l'aurore, Eos, en est tombée amoureuse. Elle était tellement amoureuse de Titon qu'elle a demandé au maître de tous les dieux, donc peut-être aussi maître du temps, la grâce de l'immortalité pour Titon. Il était ce jour-là dans une bonne disposition incontestablement puisqu'il l'a accordé. Et donc nous voilà avec une déesse amoureuse d'un très beau mortel, devenue immortelle. Mais elle s'aperçoit que ce beau Titon se ride, vieillit, a des cheveux blancs, les perd, etc. Elle s'inquiète. Et elle s'aperçoit qu'elle a demandé l'immortalité, mais pas l'éternelle jeunesse. Et donc, notre pauvre Titon finira, sur une deuxième grâce de Zeus, par être changé en cigale. La cigale qui, si on en croit La Fontaine,
est le symbole de l'imprévoyance. D'une part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dieux sont indifférents au temps. C'est la notion d'Épicure. Épicure disait « les dieux existent, mais compte tenu de leur situation, ils sont totalement indifférents au sort de l'humanité. » Et donc, en n'ayant même pas, semble-t-il, l'idée que, en transformant un mortel en immortel, il puisse continuer à vieillir, on a l'indication de cette faille qui nous sépare de la divinité. Et c'est l'obsession du temps. Est-ce que ça correspond à l'obsession de la mort? Est-ce qu'on a tous peur de ça, qu'on vit dans ce... Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est la fuite du temps. On parlait de poésie tout à l'heure. La fuite du temps est un des plus grands thèmes de la poésie. Est-ce que ça correspond à ça? Est-ce que si on s'intéresse au temps, c'est parce que c'est la perspective de la mort? Il me semble que notre finitude est un ressort extrêmement puissant pour notre curiosité, y compris par rapport au temps. Il y a une très jolie phrase de Pascal qui dit « L'âme se jette dans un corps, elle y trouve la dimension et le temps. » C'est une belle définition de la condition humaine. Et c'est lié forcément à cette parenthèse que nous constituons entre deux néants, avant nous, après nous. On ne peut pas rester indifférent, sauf à être très très étourdi à cette question. Et je pense que c'est un véritable ressort à notre questionnement. Qu'est-ce qu'il y avait avant nous? Qu'est-ce qu'il y aura après nous? Indépendamment des questions égoïstes qu'on peut se poser. Combien de temps je suis là? Est-ce que ça va encore durer? Est-ce que ça va durer en bonne santé? Etc. etc. Jean-René, il a envie de réagir. Pour rester dans cette dimension... Avec le micro, en plus. Oui, pardon, j'ai du mal avec pour rester dans cette dimension poétique, je vais citer trois phrases qui aussi sont représentatives de cette question essentielle. La première, elle est due à Rivarol, qui écrivait « Le temps est le rivage de l'esprit. Tout passe devant lui, et nous croyons que c'est lui qui passe. » Là aussi, c'est important. La deuxième phrase, c'est « Le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. » Lamartine. Et enfin, « Le temps s'en va, madame. Hélas, le temps non, mais nous nous en allons. » Et là, c'est Ronsard. Je crois que toute la poésie est là autour du temps. C'est une question essentielle. C'est vrai que la mort est une obsession pour tout être humain. Ceux qui disent « la mort ne me fait pas peur »,« la mort ne m'inquiète pas », à mon avis, mentent ou sont des inconscients. Donc à chaque fois, ce temps de vie qui est le nôtre, ce chemin de vie qui est le nôtre, il est marqué par cet accompagnement de la mort. La mort est un chemin qui accompagne notre vie. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le temps coule comme un fleuve? Est-ce que c'est vrai, ça, d'un point de vue scientifique? Alors ça... on peut dire ce qu'on veut, en fait. Mais évidemment, c'est une phrase qui n'a en fait aucun sens. Même quand on dit « le temps passe », il n'y a pas de définition du temps, mais on peut toujours en choisir une. Par exemple, on peut dire « le temps est cette chose qui renouvelle l'instant présent ». Donc, on pourrait dire le temps, en fait, le vrai temps, c'est le moteur d'un renouvellement. C'est-à-dire le fait qu'il y a toujours un instant présent qui est présent, sans que ce soit jamais le même. Mais comme ce renouvellement ne cesse pas, le temps qui en est le moteur ne passe pas. Puisqu'il y a toujours du temps qui est là à faire pour produire ce renouvellement de l'instant. Sur le mythe de Titon, je voulais juste dire une chose. Moi, j'avais une autre lecture du mythe de Titon, qui est qu'en fait, la demande de la déesse était imprécise, incomplète. Elle a mal rédigé son projet. Alors, c'est le lien exact, et merci Étienne de le souligner, avec l'assurance. Il faut bien rédiger les contrats d'assurance. Moi, je pensais aux projets de recherche. Ah bon? Si les projets de recherche, il y a un petit truc qui ne va pas, on est déboulé. C'est pareil, il faut être précis. Et il faut être complet. Quant à la mort, évidemment, la mort, c'est pas du tout la même chose que le temps, même si Heidegger les associe. Mais on peut dire que le fait de savoir que la mort va advenir dans le temps agit comme un produit dopant de l'élan vital. C'est pour ça que le Titon, s'il savait qu'il était immortel, vous imaginez, il y a même des gens qui ont repris le mythe de Titon, qui promettent, grâce aux technosciences, grâce à une philosophie de type transhumaniste, que bientôt on va se débarrasser de tous les soucis qui sont liés à la matérialité du corps, et on va devenir immortel.
Donc c'est l'idée que parmi nous, il y a peut-être déjà des jeunes gens qui sont immortels. La question, c'est comment ils vont le savoir? Il va falloir attendre très longtemps. Et en admettant même qu'ils le sachent, comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est-à-dire qu'on s'en rend par échelle. Ils vont vivre terrés chez eux, refusant de sortir, par peur d'avoir un accident qui leur ferait perdre l'immortalité, ce qui serait beaucoup plus grave que de perdre la vie. Donc c'est l'enfer. Alors, pardon. Ceci étant, avec les progrès de notre société où tout nous est apporté à la maison, le gap, à juste titre souligné par Étienne, entre perdre la vie et perdre l'immortalité, perd un peu de son relief. Puisque maintenant, on a tout à la maison. On a la nourriture, on a la culture, puisque ça s'appelle comme ça pour la télévision, on a les livres, on a les vêtements, là, et même maintenant, seuil supplémentaire dans cette direction, le travail. Voilà. Alors justement, là c'est une question... L'éloge du confinement par un assureur. Voilà. C'est la meilleure prévention. J'ai une question pour un peu personnelle pour Aurélie Jean, qui est c'est la personne la plus intelligente que je connaisse, et surtout d'une hyperactivité qui m'étonne toujours. Mais qu'est-ce qui fait courir aussi vite? Qu'est-ce qui fait qu'on fait autant de choses dans la vie, justement, qu'on sort de ses pantoufles, qu'on sort de chez soi? Alors c'est marrant que vous disiez ça, on se voit, hein, Ouais, en fait, on se vous voyez ici, en fait, on est très copains. Mais c'est vrai que souvent on dit « je n'ai pas le temps ». Et moi je dis souvent aux gens « non, nous n'avons pas pris le temps ». Et donc, et je rajouterais une phrase que m'a dit un professeur durant mes études, il m'a fait « t'as toujours le temps de faire une chose en plus ». Et il y avait mon directeur de thèse qui disait aussi dans une journée, il y a 24 heures. Je dis, mais bon, il faut dormir quand même. Tout ça pour dire que c'est vrai que moi je fais beaucoup de choses et peut-être l'un de mes rêves cachés, à part d'être super-héros, ça c'est un autre rêve, mais ce serait de pouvoir arrêter le temps. Pourquoi? Parce que là, quand on parlait justement là, on parlait du temps présent, du temps qui nous échappe, du temps qui passe. Le temps présent est peut-être le seul que l'on peut, c'est paradoxal, vivre, contenir, mais en même temps qui nous échappe. Et donc, le fait d'arrêter le temps serait un moyen de retrouver cette harmonie avec son temps présent. Donc c'est impossible, hein, bien évidemment. Impossible. Enfin, je sais si tu as une solution, Étienne, tu me dis, mais moi ça m'intéresse. Mais c'est pas possible. Non, mais je m'inquiète, parce que arrêter le temps, si on définit le temps comme le moteur de renouvellement d'un temps présent, arrêter le temps, c'est arrêter ce renouvellement, c'est la chute en néant. Et oui, non, mais bien sûr. Je dis pas, non, mais de toute façon, c'est pas possible. Mais c'est vrai c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée, je pourrais faire plus de choses, je pourrais profiter, je pourrais, apprécier les choses. Donc ça, on revient après à l'épicurisme, hein, cette harmonie avec le temps présent. Et dans ce que vous disiez, Thierry, c'est intéressant parce que tout ce qui fait qu'on a touché soi aussi est aussi le résultat de technologies qui font que le temps nous échappe. Et que donc on doit faire très attention. Je suis pro-technologie, vous le savez, Étienne, mais bien utilisée, bien comprise, bien développée. Et c'est vrai que toutes les choses qu'on utilise au quotidien font que le temps nous échappe encore davantage, dû tout simplement à une échelle de temps d'exécution qui est l'exécution d'ordinateur de la nanoseconde est très différente de la seconde qui est le temps que nous percevons. Et donc ça rend les choses beaucoup plus difficiles, mais pas impossibles. Alors, ça fait réagir Étienne Klein, puis Thierry Dorez. Oui, deux choses. La première, c'est la phrase « je n'ai pas le temps », qui est une sorte de ritournelle, qu'on retrouve très peu, par exemple, dans les romans du XIXe siècle. Il y a très peu de personnages qui disent « je n'ai pas le temps ». C'est une phrase, et d'ailleurs une enquête faite en Belgique l'a montré, qui correspond à un mensonge. C'est-à-dire que quand vous dites « je n'ai pas le temps », vous mentez. Parce que ça veut dire que vous dites à la personne à qui vous dites cette phrase, vous lui dites que vous avez finalement tout à fait le temps de faire autre chose que ce qu'elle vous le demande. D'accord? Donc, en fait, c'est une phrase qui est née du fait qu'aujourd'hui, on a justement le temps de tout faire, on a des choix à faire. Et c'est pour garantir notre liberté de choix que nous disons que nous n'avons pas le temps. Alors qu'au XIXe siècle, je pense aux ouvriers, la question du choix de leur activité, de leur emploi du temps ne se posait pas. D'accord? Donc, je n'ai pas le temps, ça veut dire j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce qu'on me demande. C'est pareil pour les gens qui disent le temps s'accélère, tout va plus vite, c'est complètement faux. J'ai traversé Paris à pied ce matin, mais ça glande un max. La vitesse des piétons, il n'y a que l'information qui s'accélère, mais le rythme de nos vies diminue. Les voitures vont moins vite qu'avant, il n'y a plus de projet d'avion supersonique, ça glande.
Tellement non. Et sur l'existence, exister, c'est dans le prolongement de ce qu'a dit Aurélie, exister, c'est pas la même chose que vivre. Non, exister, il y a ex, sortir. Justement, il faut sortir. Et donc, exister, ça consiste à aller se faire voir ailleurs, chacun fait comme il veut, pour vérifier qu'on y existe encore et peut-être même qu'on y existe plus. Thierry Dorez en un mot, parce qu'après il faut qu'on passe au... C'était sur la notion le temps nous échappe. On a commencé en souriant par une question sur la ponctualité. Dire que le temps nous échappe m'a fait penser à la façon dont les Romains, qui ne bénéficiaient pas, Romains d'Antiquité, hein, pas les contemporains, Romains d'Antiquité se donnaient rendez-vous. Ils avaient rendez-vous quand? À telle heure, au lever du soleil, et s'il faisait un temps épouvantable, ils se retrouvaient quand? Donc, le fait que le temps nous échappe, en fait, il nous a toujours échappé. Il nous échappe aujourd'hui différemment. Il nous échappait, je pense, avec un peu plus d'élasticité, de profondeur dans les temps anciens, quand on était beaucoup plus assujetti au rythme de la nature. On a un affranchissement des rythmes de la nature, ce qui nous a tiré vers le temps mesuré, mécanique, celui des horloges. C'est lié aussi à la division du travail, etc. Donc c'est une évolution sociale qui fait qu'on est découplé du temps de la nature, du temps des grands cycles naturels, y compris dans une journée. L'heure romaine était inégale. Il y avait des heures qui duraient plusieurs heures pour nous, et d'autres qui étaient inférieures à une heure pour nous. Comment vous vous fixez rendez-vous? Comment est-ce que vous êtes ponctuel quand Cicéron veut rencontrer Brutus pour comploter contre César? C'est pour ça que Cicéron n'a pas participé au complot. Il était en retard. Narcissique. Et toute dernière question, bravo. Hein. Toute dernière question avant de donner la parole à l'avenir, c'est-à-dire aux étudiants. Et ça, c'est ma petite obsession personnelle, pardon Aurélie, mais je sais que vous avez la réponse à cette question. Peut-on, et Emmanuel Macron se sera transmis, peut-on vraiment être en même temps? En même temps. Alors là, je serais obligée de me tourner vers Étienne et avoir l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir ce statut d'amouette. Une histoire féline. Voilà, à la fois vivant et mort. Le en même temps, ça dépend du temps dont vous parlez, je pense. C'est-à-dire que si vous parlez du temps newtonien ou du temps de relativité, on n'est pas du tout dans ces... On a justement ce phénomène de superposition, et ça je laisserai Étienne en parler, qui fait qu'on a des situations au même moment, on a des situations physiques au même moment, puisqu'on a une probabilité de positionnement ou de phénomène, de statut d'énergie, et pas à un temps précis, un phénomène figé. Mais je te laisserai, Étienne. On fera ça tout à l'heure. Ok. Alors, c'est parti, les étudiants, c'est à vous la parole. Commencez. Qu'est-ce qui commence parmi vous? C'est vous? Alors, attendez, est-ce qu'on a des micros pour poser la question? Alors, je vais... il est là, il arrive. Place à l'avenir. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour l'organisation de tous ces débats. Donc, notre première question, ça serait pourquoi l'espèce humaine est-elle autant fascinée par le temps et par son histoire? Merci. Qui veut la prendre celle-là? Ah oui, moi, pendant que les trois autres qui sont au taquet sur le sujet je peux raconter une toute petite histoire anecdotique, ça donne le temps de mettre les méninges en route. Hein. Le grand paléontologue Pascal Pic faisait une conférence, et dans cette conférence, il entreprenait de situer la place de l'espèce humaine dans la durée de l'univers. Donc il est parti, il dit, bon, le Soleil a à peu près 5 milliards d'années, il lui reste à peu près 5 milliards d'années à fonctionner, et l'humanité, après, avec des frontières qui sont encore en discussion, c'est 6, 7, on monte à Toumaï, millions d'années. Donc vous voyez l'échelle, etc. Bon, il fait sa conférence, ça continue, tout se passe bien. Hein. Et à la fin de la conférence, un monsieur vient le voir et lui dit, monsieur le professeur, vous avez dit que le Soleil cesserait de fonctionner dans 5 milliards d'années. Puis il dit oui, c'est ce que annoncent, ont calculé les astrophysiciens. Et à ce moment-là, le monsieur lui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, je ne sais pas, de manière très, très simple, hein, je pense que l'espèce humaine est la seule espèce vivante qui a une conscience de son existence et de son avenir. Donc c'est pour ça que le temps fait partie
du questionnement de l'humain. Je ne pense pas que les animaux aient la même conscience que nous de notre existence. Donc le temps fait partie de cette conscience. Oui. Je dirais que le temps, il fascine l'espèce humaine parce qu'il est source d'incertitude et que nous n'aimons pas les incertitudes. Alors ça peut nous passionner parce qu'on peut les modéliser, et ça je pense aussi à votre métier, parce que vous modélisez le risque, les incertitudes autour du risque. On essaye. Donc vous essayez, voilà. Et Étienne aussi s'intéresse à l'incertitude pour d'autres raisons. Donc je dirais que le temps fascine parce qu'il est source d'incertitude. On ne sait jamais ce qui se passera demain, on ne sait jamais ce qui se passe dans 2 secondes, on ne connaît pas encore les conséquences de ce qu'on fait aujourd'hui sur demain, après-demain ou dans 10 ans, etc. etc. C'est une incertitude folle. Nous savons tous que nous avons 100% de chance ou de risque de mourir, nous ne savons pas quand. Voilà. Merci beaucoup. Alors, là, on ne connaît pas non plus la prochaine question des étudiants. Ah, il y a les 2 premières. Oui. Ça rejoint aussi la première question. Et on a répondu alors. Oui. Mais est-ce que vous pensez que le temps a une fin, que ce soit le temps physique ou philosophique? Aïe. Peut-être Étienne, tu vas répondre à ça. Elle est sympa, Aurélie. Aurélie est vachement sympa. Le truc est impossible, vas-y. D'abord, je contesterais l'idée que le temps fascine l'espèce humaine. Enfin, c'est pas du tout prouvé. Il y a d'ailleurs pas du tout de façon de traduire le mot temps en chinois, par exemple. Les Chinois n'ont jamais pensé, c'est ce que dit François Julien, un concept de temps qui soit un fil homogène auprès duquel on puisse rapporter la suite des événements. Donc, l'idée du temps n'est pas du tout une idée obligatoire. Et donc, il faut remettre en cause le postulat qui était dans votre question. Et les physiciens se sont intéressés vraiment au temps, en tant que lui-même, au XVIIe siècle, avec Galilée, qui a écrit la première loi physique dépendant du temps. Il a montré, à partir d'une expérience de pensée, pensant des observations, il a pensé le vide comme un milieu de pensée. Et il a eu l'intuition géniale que dans le vide, les lois du mouvement seraient beaucoup plus simples, au point qu'on pourrait les mathématiser. Et donc il a dit, les corps tombent à une vitesse qui est proportionnelle à la durée de la chute. Et cette vitesse est la même pour tous les corps, quelle que soit leur masse. Donc un corps qui tombe depuis 3 secondes va 3 fois plus vite qu'un corps qui tombe 1 seconde. Cette vitesse est la même pour une enclume et pour une plume. C'est une loi absurde. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu une enclume tomber à la vitesse d'une plume. Et ça, c'est la première loi physique. Et là, c'est une loi qui contredit l'observation. Et c'est à partir de ce moment-là que le temps a fasciné. C'est quand on a compris que faire de la physique, c'est expliquer le réel par l'impossible. Il y a expliquer ce qu'on voit, des corps qui tombent à des vitesses différentes si leurs masses sont différentes. On explique ce qu'on voit grâce à une loi physique qui dit le contraire de ce qu'on voit. Et là, ça devient intéressant. Et enfin, la question c'était, est-ce qu'il y a une fin du temps? Mais oui bien, on ne peut pas parler de ces questions-là en l'air. Donc si vous prenez la cosmologie contemporaine, qui nous dit que l'univers est en expansion, et quand on parle de l'univers, quand on dit l'univers est une histoire, par exemple, il y a beaucoup de livres de cosmologie qui disent il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers est une histoire. Mais ça, c'est une blague. C'est une blague. Toutes les cosmogonies racontent une histoire de l'univers. Je ne connais pas de cosmogonie qui disent les gars, il ne s'est jamais rien passé. Donc, toutes les songeries ancestrales dont parlait Bachelard, les cosmogonies, où qu'elles aient germé, racontent une histoire de l'univers. Mais là où les livres que je critique ont un peu quand même raison, c'est que quand un physicien d'aujourd'hui dit l'univers est une histoire, il ne dit pas du tout la même chose qu'un physicien du XIXe siècle qui disait l'univers est une histoire ou qu'une cosmogonie. Ce qui a changé, c'est la façon de comprendre la gravitation. Avec Einstein en 1915. Théorie de la relativité générale qui fait de l'univers un objet physique. Alors qu'avant, l'univers, c'est cet aquarium qui contient des poissons. Et donc quand on disait l'univers a une histoire, on disait l'aquarium a une histoire, ça veut dire que les poissons ont une histoire. Mais ce qu'on a compris au XXe siècle, c'est qu'en fait, c'est l'aquarium, le contenant, qui a une histoire. Et ce qu'on appelle l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui évolue, et ça, personne ne l'avait prédit. Et donc, pour un physicien, le mot univers veut dire espace-temps. Et donc,
d'après ce qu'on pense aujourd'hui, si les équations d'Einstein sont justes, cette expansion s'accélère sous l'effet de ce qu'on appelle l'énergie noire, dont la nature est inconnue. Et si cette énergie noire existe vraiment, l'expansion va continuer de s'accélérer, la matière va se condenser en trous noirs qui vont s'évaporer, il va rester un espace-temps à peu près plat, sans courbure, avec des photons infrarouges. Voilà, c'est ça l'avenir. Les photos infrarouges. On veut voir les photos. Thierry Dorez, la fin des temps. Un avenir aussi radieux, rayonnant, l'infrarouge, c'est très chaud. Voilà, que nous décrit Étienne. Moi, je voulais intervenir par rapport à la question posée sur le temps a-t-il une fin. Je pense qu'il faut intégrer aussi dans nos réflexions la réponse religieuse qui a été faite, qui a constitué une grande rupture dans la pensée humaine. Même si les spécialistes ne sont pas d'accord, il est globalement considéré que la plupart des systèmes de l'Antiquité étaient des systèmes cycliques. La rupture qu'apporte le christianisme, c'est le temps appréhendé comme une flèche. On parle tous les jours, ceux qui en ont le goût, on parle de la flèche du temps. La flèche du temps est une création à partir d'une pensée religieuse. Et quand Étienne évoque les penseurs, notamment au début de l'époque moderne, il faut se souvenir que ces penseurs sont encore profondément avec un sentiment religieux. Je crois me souvenir, mais vous me direz, Newton était un militant du protestantisme. Il était un immense scientifique, on lui doit énormément de choses, mais il y avait aussi ce versant de sa personnalité qu'il était un militant religieux du protestantisme. Bon. Donc, à la question « le temps a-t-il une fin ?», il y a eu beaucoup de réponses, y compris des réponses philosophiques assez disparates, et aussi une grande réponse religieuse qui, aujourd'hui, a quand même conditionné notre rapport au temps. Georges Aladin, on passe très brièvement, si j'ai retenu quelque chose de mes cours de physique, parce que j'ai toujours souffert dans l'enseignement de la physique, j'ai jamais eu un bon prof de physique. Je ne sais pas pourquoi, c'est le but, c'est de faire plaisir et parfois même de dégoûter. Ah si, ça a été le cas. Alors, c'est pour ça que je me suis tourné vers les mathématiques. Je me sentais plus à l'aise et plus libre en mathématiques. Et puis, voilà. Mais si j'ai bien compris ce que les professeurs de physique ont essayé de m'inculquer, c'est que le temps est lié à la matière. Donc, s'il y a une fin du temps, c'est qu'il y a une fin de la matière. Donc, la question est là. Est-ce que le monde a l'éternité devant lui, et que cela veut-il dire? Est-ce que la matière a une éternité, ou bien est-ce que tout va s'arrêter et tout va redevenir énergie selon les lois d'Einstein? Infrarouge. Infrarouge ou infra... Merci beaucoup. Allez-y. Alors, c'est à vous. Vous m'entendez, ok. Donc déjà, je suis ravie d'être là et passer du temps avec vous. Moi, j'avais une question sur l'approche de Bergson à propos du temps, qui distingue temps et durée. Je ne vais pas refaire tout Bergson, c'est un peu long. Et est-ce que vous pensez que distinguer les deux, distinguer le temps objectif et la durée, donc le temps subjectif des personnes, c'est quelque chose qui pourrait marcher pour mettre tout le monde d'accord, en fait? Temps subjectif. Aurélie. En fait, pour moi, le temps et la durée sont deux choses différentes. Le temps est un concept, est une variable, est une mesure. La durée est aussi une mesure, mais sur au sens, ça peut être une période, il y a un temps final, un temps initial, un temps final. Donc, c'est deux choses différentes. Et pour le coup, autant le temps est un concept et on peut peut-être revoir la manière dont on conçoit le temps, la durée, c'est lié aussi à nos propres perceptions. C'est comme ça que je l'imagine des uns et des autres. On ne perçoit pas la durée de la même manière. Les vacances passent toujours trop vite. C'est une évidence. J'adore cette réponse. C'est une question qui a en partie été traitée par le débat entre Einstein et Bergson il y a exactement un siècle. C'était le 22 avril 2022 à Paris. Ouais, mais il a perdu la notion du temps depuis longtemps. Le temps, tu vois, c'est quand même une illusion. Bon, bref. Donc, moi j'ai une réponse sur le fait. Et en fait, personne n'a pas bien compris la théorie de la relativité d'Einstein. Donc il y a eu un quiproquo, mais il a quand même compris, et il adresse la question à Einstein. Il reproche aux physiciens d'avoir spatialisé le temps, c'est-à-dire d'avoir traité le temps comme s'il était de l'espace. Et en effet, et d'ailleurs il n'y a pas que les physiciens qui le font, quand vous tracez l'axe des temps, vous tracez un segment de droite, et vous dites c'est le temps. Voilà la représentation du temps, qu'utilisent même les assureurs. Et en fait,
c'est une représentation topologiquement absurde, puisqu'elle fait exister ensemble des instants successifs qui, par définition, n'existent pas ensemble. Ok, donc c'est absurde. Et d'ailleurs, une fois que vous avez compris ça, vous posez des questions horribles. Vous êtes présent à l'instant T, qui est l'instant présent. Quand vous êtes à l'instant T, est-ce que les instants qui sont à droite, soi-disant dans le futur, existent déjà quelque part à attendre que vous arriviez, ou est-ce qu'ils sont encore dans le néant tant que vous n'êtes pas là? Et ceux du passé existent, est-ce qu'ils sont dans le néant ou est-ce qu'ils sont ailleurs que là où vous êtes? Bon. Et donc la question que pose personne, c'est comment du juxtaposé peut-il engendrer du successif? C'est donc la question du moteur du temps. Qu'est-ce qui produit cette avancée à laquelle nul ne déroge, qu'on appelle le cours du temps? Et si vous prenez ces questions au sérieux, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de plus mystérieux qu'une durée. Parce qu'après, on décrit les durées comme si c'était l'équivalent temporel des longueurs. Par exemple, le diamètre de cette table, c'est une certaine longueur, et tous les points dans l'espace qui la constituent existent en même temps. Eh bien non, une durée, c'est pas du tout ça, parce que les instants qui la constituent sont de durée nulle et n'existent jamais ensemble. Donc qu'est-ce que c'est qu'une durée? Et peut-être pour rebondir par rapport à ça, aussi, moi ce que j'avais appris dans mes cours de philo et de physique, c'est la notion de temps. Quand tu parlais de l'instant T, donc le temps T, c'est quelque chose qui est paradoxalement indescriptible, parce que qu'est-ce que c'est? On peut, quand tu prends l'échelle de temps, justement, on prend une durée, enfin, dans la représentation spatiale que tu as donnée là, donc qui est une droite. Il n'y a pas d'échelle de temps. Oui, je sais, il n'y a mais que des échelles de durée. Tu peux subdiviser cette durée en un nombre infini de pas de temps, et c'est ça où c'est intéressant, c'est du coup le temps est incapturable. Comment on définit l'instant T? Et ça, c'est une question à laquelle on peut difficilement répondre. Oui, si vous le permettez, moi je vais redevenir un peu mathématicien quand même. Et il ne voulait pas tout à l'heure. Oui, je ne voulais pas, mais là, je n'ai plus le choix. Les mathématiques, comme je l'ai dit, c'est une pensée. C'est avant tout une pensée, ce n'est pas une science ou une discipline, c'est une pensée. Et les mathématiques, à l'époque ancienne, travaillaient sur le temps discret. On ne savait pas travailler autrement que sur le temps discret. T, T plus 1, T plus 2, T plus 3. Et puis, progressivement, la pensée mathématique a amené des outils absolument incroyables jusqu'à arriver à la notion de temps continu. C'est le corps des nombres réels. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'espace. Entre le T et le T', il y a un continuum infini qui a autant de nombres au sens de l'équipotence que le R total. Pardon, traduction pour équipotence. Équipotence, c'est-à-dire qu'il y a une bijection. Il y a une bijection qui... c'est donc ça. Non, mais c'est la théorie de l'infini. C'est Cantor, c'est Bernstein, ce sont tous ces grands poètes qui ont libéré la pensée scientifique. Qui ont libéré la pensée scientifique par cette poésie du monde que les mathématiques a apportée. On était dans le temps discret, c'est-à-dire que pour les assureurs, c'était T, T plus 1, T plus 2, T plus 3. Là, ils peuvent travailler dans un temps continu qui nous permet de croire en ce qu'ils nous disent sur l'avenir et sur notre existence. Mais c'est ça qui est très important, c'est concevoir, comprendre que notre perception du temps a été libérée par la pensée mathématique et les progrès de la pensée mathématique. Sinon, on n'aurait pas toute cette réflexion qui nous permet de dire le temps, la poésie du temps, le temps continu, le temps discret, le temps subjectif. Je termine là-dessus. Le temps subjectif, il y a un texte de Primo Levi, je ne vais pas vous l'imposer, qui s'appelle Échec au temps. Et il parle du temps subjectif. Je vais vous donner un exemple entre temps et durée. Prenez 30 secondes. Vous prenez votre main et vous la mettez sur une plaque chauffante au rouge. Bonne idée. Les 30 secondes vont vous paraître une éternité. Ça va être une souffrance absolue. Mais les mêmes 30 secondes, lorsque vous écoutez Étienne Klein, ça vous paraît une minute? Une minute, pardon. Lapsus révélateur. Atroce. Une seconde. Je corrige. Une seconde. 30 secondes d'Étienne Klein, c'est une seconde de ma perception du temps. Heureusement qu'il est mathématicien. Ouais, mais si on écoute, si on écoute avec une main sur le feu, ça change complètement. C'est l'éternité, là. On rentre dans l'éternité. Étienne Klein avec la main sur le feu, c'est l'éternité assurée. Thierry Derez qui parle pour l'éternité. Non.
Premièrement, si quelqu'un est capable de laisser sa main sur une plaque chauffante pendant 30 secondes, il faut consulter. Oui. C'est pas... C'était la souffrance, hein, c'est ce qu'on faisait dans les camps. Hein. Oui, non, mais vous parliez volontairement, etc. Donc, ça c'est la première remarque. Ensuite, un conseil de lecture par rapport à la question posée. Pourquoi ne pas relire les paradoxes de Zénon, dont je rappelle l'un des 4 principaux, Achille et la tortue. Achille tente de rattraper la tortue. En fait, il ne pourra jamais la rattraper, nous dit Zénon, parce que, quelle que soit la distance qu'aura parcourue Achille, la tortue, même si elle va beaucoup moins vite qu'Achille, en aura parcouru encore un peu. Et ainsi de suite, avec une divisibilité, en réalité, jusqu'à l'infini. Donc vous avez ces paradoxes de Zénon par rapport au mouvement, qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et ont posé énigme à beaucoup de monde pendant des siècles. Donc, si vraiment la question vous intéresse, non. Lire les paradoxes de Zénon me paraît un bon point de départ. Et après, pour les solutions, vous invitez Georges, vous invitez Étienne, vous invitez Aurélie, et ils vous diront ce qu'il faut faire. C'est simple. Alors, on repasse aux questions des étudiants. Je voudrais que tous puissent poser une ou deux questions. Allez-y. Bonjour, merci de nous recevoir. Ma question à moi s'adresse à Étienne Klein. J'ai l'impression que vous avez un peu répondu à cette question depuis le début de ce débat, mais je voulais quand même la poser. Est-ce que pour vous, le temps est une valeur fixe? Une valeur fixe. Valeur fixe. Alors, pardon. Écoutez, alors, il y a plusieurs façons de comprendre la question. Est-ce qu'on a toujours pensé le temps de la même façon? La réponse est non. Est-ce que c'est une valeur fixe dans les discours? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si vous lisez le livre 11 des Confessions, dont parlait notre ami tout à l'heure, il y a un chapitre qui s'appelle Le temps, et il a été retraduit d'ailleurs récemment en français, vous le lisez, et vous avez l'impression que c'est un texte récent, si vous ne connaissez pas la date, 4e siècle après Jésus-Christ, à laquelle il a été écrit. C'est-à-dire que nous parlons du temps, aujourd'hui, exactement comme saint Augustin en parlait. C'est bizarre, non? Ça pose problème. Puisque entre saint Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Boltzmann, Einstein, Dirac, qui tous ont complètement changé notre façon de comprendre le temps, sa relation à l'espace et à la matière. Donc si nous tenions compte de ce que nous savons dans notre façon de parler, on ne pourrait même plus comprendre ce que disait saint Augustin. Ça veut dire que le langage humain charrie avec lui des a priori clandestins, d'accord, qui déterminent notre façon de dire, évidemment, et qui déterminent aussi notre façon de penser. Autrement dit, nous pensons le temps à partir du langage, et non pas du tout à partir de ce que nous savons de lui. Et d'ailleurs, le mot temps, il est victime d'une polysémie fulgurante. On l'utilise, d'ailleurs on l'a fait là, on l'utilise pour dire la simultanéité, la succession, le changement, le devenir, la vitesse, etc. La mort. Et en plus, c'est un mot auquel on attribue les qualificatifs. Il y a le temps de ceci, il y a le temps de cela. Quand on fait un colloque sur le temps, on invite d'abord un philosophe qui va parler du temps des philosophes. Puis après, on invite un cosmologiste, le temps cosmologique. Puis un physicien, le temps physique. Puis un géologue, le temps géologique. Puis une psychologue, le temps psychologique. So what? Mais si le temps ressemble au phénomène temporel, c'est-à-dire s'il y a autant de sortes de temps qu'il y a de phénomènes dans le temps, mais le temps n'est même plus un concept, c'est un habit harlequin, on l'oublie, et on ne parle que des temporalités. Alors, c'est pour ça que moi je travaille plus sur le temps, parce que j'en ai assez, qu'on le mette à quelque Mais avant d'arrêter, j'ai quand même organisé avec un ami philosophe qui s'appelle Vincent Monton, organisé un colloque l'été dernier à Cerisy-la-Salle, qui a duré 10 jours. On a invité des gens de toutes les disciplines, physiciens, cosmologistes, philosophes, biologistes, psychanalystes même, historiens, etc. Et on leur a dit, voilà, vous allez nous dire en 1 heure les mêmes choses que celles que vous dites d'habitude. Sauf que vous n'aurez plus le droit d'utiliser le mot temps. Vous allez devoir le remplacer par un autre mot
qui dira mieux ce que vous avez à dire. Parfois, vous parlez de la durée et non pas du temps. Parfois, vous parlez d'une époque et non pas du temps. Et donc, ils devaient faire un travail de préparation pour éliminer le temps de leur discours. Ils avaient une boîte, ils avaient une petite boîte avec 20 jetons. À chaque fois qu'ils disaient le mot temps, ils perdaient un jeton. Et ils ne pouvaient le récupérer que s'ils nous expliquaient pourquoi c'était ce mot-là qu'il fallait utiliser et non pas un autre. Ils ont tous terminé avec 0 jeton. Sauf moi. Ça veut dire qu'on est tellement imprégné des usages ancestraux de ce mot dans la langue que c'est fini, on ne peut plus s'en passer. La langue n'évolue pas. Donc quand vous dites valeur fixe, je dirais dans le langage, oui, c'est une valeur fixe, mais dans la science, c'est au contraire une idée qui a subi des révolutions qui, si elles étaient prises au sérieux, changeraient complètement notre façon de dire, donc de penser. Excusez-moi d'être grave. Non, c'était très bon. C'est à vous, et vous avez le droit d'utiliser tous les mots que vous voulez, il n'y a pas de boîte à chant ici. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc encore une question pour Étienne Klein qui est un peu en rapport avec la question précédente. À la suite des découvertes d'Einstein sur la relativité, pensez-vous que le temps au niveau physique a encore des secrets pour nous? Alors, les physiciens, ils ne décrivent pas le temps, ils décrivent la bonne façon de le représenter. Donc la théorie d'Einstein, ça aurait fait une révolution, mais elle n'a pas été bien comprise, puisque dans des manuels que je lis encore, on dit Einstein a démontré que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Voilà comment on présente la relativité en 2022, donc plus de 115 ans après qu'elle ait été énoncée. Et donc, quand vous entendez cette phrase, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Faisons une expérience de pensée. Vous restez là, et moi je pars dans une fusée qui m'emmène quelque part dans l'espace à une vitesse qui est la moitié de la vitesse de la lumière. Je suis ici avant de partir, je vais chronométrer avec ma montre la durée qu'il me faut pour lire un livre. Et évidemment, dans mon voyage, je vais emporter des livres, et puis ma montre. Et si je crois la phrase que je viens de rappeler, je vais penser que dans ma fusée, le temps qu'il me faudra pour lire un livre, à ma montre que j'aurai emportée, sera différent de 2 heures. Ça sera plus ou moins, la phrase ne dit pas dans quel sens ça varie. Ben, si je fais l'expérience, dans ma fusée, quelle que soit la vitesse de ma fusée par rapport à ici, il me faudra 2 heures. Donc la phrase est mal comprise. Quand vous êtes en déplacement, ça ne change rien à votre temps. Votre temps propre est le même, vos pulsations cardiaques sont les mêmes. Autrement dit, la théorie d'Einstein reprend au sérieux, en le remaniant, le principe de relativité de Galilée, qui est que le mouvement est comme rien. Autrement dit, quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. À partir d'un principe très simple, c'est qu'il est très difficile d'être en mouvement par rapport à soi-même. Okay. Donc quand vous êtes en mouvement, vous êtes immobile dans votre référentiel. Donc la relativité est mal comprise. Maintenant, c'est nature. Les gens qui essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale, eux, ils travaillent sur la structure même du temps et de l'espace-temps. Est-ce que l'espace-temps est quelque chose de primitif, ou est-ce que c'est une construction, une émergence, comme on dit? Et là-dessus, on ne peut pas encore conclure. Alors, il existe quand même quelque chose de fixe dans le temps. C'est le temps donné par mon iPhone. Et donc, c'est d'avancer un petit peu, allez-y. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alors moi, c'est une question que je voudrais poser à l'ensemble des intervenants. Monsieur Klein l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'était est-ce que vous pensez que le temps est une illusion? Alors, le temps est-il une illusion? Alors, je commence en une phrase. Est-ce que vous avez remarqué que l'anagramme de « le temps est une illusion », vous l'avez cherché ou pas? Non. L'anagramme de « le temps est une illusion », je l'ai cherché en voyant que c'était dans les questions que vous envoyez, ça donne « où se pillent les minutes ». Où se pillent les minutes? Le temps est une illusion, où se pillent les minutes? Et là, je vous poserai la question, comment peut-il y avoir des minutes font quelque chose à piller dans le temps si le temps est une illusion? Aurélie, Thierry Dresse, illusion. Moi, j'ai la preuve absolue que le temps n'est pas une illusion. Il y a 30 ans, quand nous avons commencé la Cité de la Réussite, je n'en avais pas. C'est une illusion d'optique. Et...
Ouais, je vais permettre juste une petite relance, Aurélie, sur la question des machines. Le temps virtuel et le temps des machines est-il un vrai temps? Est-ce qu'il y a une conscience du temps des machines? Vu de la machine, qu'est-ce que c'est le temps? Ce qu'on appelle les machines, c'est des ordinateurs, des algorithmes, des choses comme ça. Le temps n'est pas. Alors, le temps n'est pas virtuel, le temps existe. Il y a un temps d'exécution de ces outils. C'est d'ailleurs pour ça, c'est comme ça qu'on mesure la performance des modèles, de savoir s'ils sont justes, à savoir s'ils donnent une réponse correcte, parfois à une erreur près, et aussi s'ils vont vite, parce que les modèles qu'on crée, il faut qu'on aille vite. Plein de raisons que je pourrais évoquer. Maintenant, il y a le temps virtuel qui est le temps qui est intrinsèque au modèle, c'est-à-dire dans le modèle lui-même qui est une variable. Donc là, on parle de temps virtuel, mais en fait, c'est pour représenter, c'est un modèle du temps réel. Et quelle est votre question par rapport aux machines, vous disiez? Le temps vu des machines, c'est comment? Voilà, bon, les machines n'ont pas de conscience déjà, n'ont pas de conscience du temps, n'ont pas de vraiment... je pense qu'il faut sortir de ce prisme dystopique qui est génial dans la sci-fi, mais qui n'est pas dans notre civilisation et notre monde à nous. Cela étant dit, lorsque vous intégrez le temps dans un modèle, que le temps devient une variable, donc, ce modèle va faire évoluer ce temps virtuellement pour représenter un phénomène de la réalité qui existe vraiment. Et donc c'est en cela où il faut toujours aussi avoir un esprit critique par rapport à comment le temps évolue, comment la réponse temporelle, l'évolution temporelle va justement être décrite dans ce modèle, puisqu'en fonction des circonstances d'utilisation de ce modèle, on va avoir des réponses très différentes et parfois des réponses incohérentes. Donc donc tout ce qui ressort d'un modèle n'est pas propre d'une conscience quelconque de ce modèle, c'est juste la manière dont le modèle va exécuter en fait cette variable du temps en fonction de sa logique intrinsèque qui a été définie par un humain comme vous et moi, ou qui a été définie par un entraînement, si on parle des algorithmes, parce que c'est ça que je fais, d'un entraînement en fait sur un jeu de données qui sont les scénarios sur lesquels l'algorithme doit répondre à une question. Donc le temps virtuel, comment dire, c'est pas une illusion, c'est juste qu'il a été défini avant. Exactement, voilà. Georges, rapidement. Oui, très brièvement, pour l'illusion du temps, moi je l'ai vécu personnellement, cette illusion. J'ai eu la chance et le bonheur de pratiquer les arts martiaux. Et j'ai eu un grand maître, un maître du kendo, du kyudo, de toutes les arts qu'on appelle martiaux en France, mais qui sont des arts qui relèvent de l'esthétisme. C'est vrai que ça vient des modèles guerriers, des samouraïs, etc., mais c'est devenu un art, l'art du Budo. Et vous savez, lorsque vous pratiquez avec ces maîtres, et j'ai eu un maître absolument extraordinaire, vous avez une illusion du temps qui est différente suivant que vous êtes spectateur ou que vous êtes dans le mouvement. Essayez de faire du judo ou de l'aïkido, vous verrez que lorsque vous êtes à l'intérieur du mouvement, vous avez l'impression d'un temps long, très long, surtout si vous souffrez en plus, hein. Et si vous prenez une trempe, ça m'est arrivé de prendre des tannées monumentales au judo, et j'avais le sentiment que le temps ne finissait pas. Par contre, si vous êtes à l'extérieur, et que vous regardez toute cette beauté, cette harmonie, cette rotondité du mouvement, etc., vous avez le sentiment d'un temps court, harmonieux. C'est une illusion. Le temps est une illusion. Faites des arts martiaux, vous allez le découvrir. Alors, je ne sais pas si vous faites des arts martiaux, mais en tout cas, c'est à vous. Alors, je ne fais pas d'arts martiaux, mais bon, je pourrais essayer. Donc déjà, bonjour à tous et merci d'être là avec nous. Donc, c'est vrai qu'on a parlé du fait que le temps était peut-être une illusion, enfin, en tout cas, on s'est posé la question. Moi, je voulais revenir à quelque chose d'un peu plus tangible. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le temps est devenu une marchandise, qu'on l'a rendu concret et à votre avis, comment ça s'est fait au fur et à mesure de l'histoire du temps? Merci. Peut-être juste, et après je laisserai peut-être les autres discuter, mais cette notion de temps, elle est très bien décrite dans pas mal de livres sur la productivité, la révolution industrielle, et cette envie de produire plus en un temps le plus court possible. C'est la notion de productivité et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va évaluer la pertinence des modèles que je crée, par exemple, en fonction de l'exactitude de la réponse, mais aussi en fonction de la vitesse. Parce que lorsqu'on va travailler sur une donnée, sur un jeu de données, on veut s'assurer d'avoir une réponse rapidement et ne pas attendre un mois avant d'avoir une réponse, parce qu'on veut agir en conséquence par rapport à cette réponse. Après, il y a des choses beaucoup plus... il y a des opportunités, il y a aussi des menaces par rapport à tout ça, comme dans cette recherche de productivité à tout prix, sans prendre autour d'autres paramètres
qui peuvent du coup remettre en question cette recherche de productivité absolue. Et je laisserai peut-être les autres en parler. Thierry. Que le temps devienne une marchandise est le fruit d'une longue évolution et d'un long combat entre une grande force spirituelle, l'Église catholique, et les milieux d'affaires. Pendant des siècles et des siècles, le temps était réputé n'appartenir qu'à Dieu. C'était la prohibition, par exemple, du prêt à intérêt, puisque, en recevant de l'argent en échange du temps qui s'écoulait, celui qui obtenait ce rendement commettait un péché, puisqu'il utilisait quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais qui n'appartenait qu'à Dieu. Il a fallu des siècles d'évolution de la société, et le vecteur qui a permis ce basculement, faire que le temps puisse commencer à devenir une valeur appropriable par les individus, c'est le travail. Le contournement s'est fait par le travail. Dieu restait l'unique maître et propriétaire du temps, mais le travail fourni, par exemple pour les commerçants, parce que c'est pour les commerçants que la question s'est posée avec le plus d'acuité, ceux qui fabriquaient quelque chose, quand c'est un objet matériel, l'artisan, etc., le débat a été beaucoup plus rapidement tranché. Mais pour ceux qui avaient des prestations immatérielles, les négociants, les banquiers, les assureurs, la question s'est posée avec beaucoup plus de densité. Et c'est uniquement par le vecteur du travail que, tout doucement, la possibilité a été admise. On a considéré que finalement, se renseigner pour savoir quelle était la condition de la mer, se renseigner pour savoir si tel pilote était compétent, se renseigner pour savoir si les navires étaient correctement entretenus, etc. On s'est dit, finalement, ils ont quand même travaillé, ce travail-là mérite rémunération. Donc la rémunération glisse vers le travail pour ensuite revenir à le temps. Cette époque-là est terminée, évidemment. Aujourd'hui, il n'est pas besoin de justifier d'un véritable travail pour que le temps produise des intérêts. Donc le temps c'est de l'argent, c'est vrai, c'est faux alors? Comment? Le temps c'est de l'argent, c'est vrai ou c'est faux? Non mais c'est vrai. Sur les temps, c'est vrai. D'accord. Pas mal. Pas mal du tout. C'est à vous. Allez-y. Donc bonjour, merci beaucoup encore une fois d'être ici avec nous. Moi, ma question va plus particulièrement vers M. Georges Haddad, et je m'adresse à vous en tant qu'ancien président de cette université, de Panthéon-Sorbonne. Vous avez été ainsi une personne qui a gardé les clés de cette institution pluricentenaire. Et donc, d'une certaine manière, c'était ici pour vous demander comment on se sent lorsque, comme vous, on s'inscrit dans un parcours de 8 siècles d'écriture de l'histoire du temps. Ah oui. Rien que ça. On se sent très vieux, hein, ça c'est clair. On se sent très vieux. Du haut de cet amphithéâtre, 8 siècles vous contemple, Georges Haddad. Absolument, 8 siècles. Vous savez d'où vient le mot Sorbonne? Non, Robert de Sorbonne, c'est pas Léon. Son frère. C'est le frère, oui, c'est le frère aîné. C'est Robert de Sorbonne qui, à la demande du roi Louis IX, Saint-Louis pour les intimes, a créé le Collège royal de Paris. Ce collège royal est dans le temps devenu une université pour rejoindre Bologne, qui est la plus vieille université d'Europe, et d'autres universités. Et puis, des gens se sont posé la question, quel petit nom pourrait-on donner à cette université de Paris pour la caractériser? Et c'est Victor Hugo qui a découvert la raison pour laquelle nous nous appelons la Sorbonne. Bien sûr, c'est en référence à Robert de Sorbonne, mais c'est surtout et avant tout, et je le dis d'autorité, puisque lorsque je remets la médaille de la Sorbonne, sur le rebord de la médaille apparaît cette formule latine, sor bona. Ça veut dire la bonne chance, la bonne opportunité. Donc ils ont fait le lien, je ne sais pas qui, à cette époque, entre Robert de Sorbonne et sor bona, qui veut dire bonne chance. Donc quand vous avez l'honneur et le bonheur de servir cette université, et une université, quelle qu'elle soit, vous avez le devoir de comprendre à quel point
l'éducation est une chance absolue. Est une chance absolue. Vous êtes serviteur de cette chance offerte aux jeunes et aux moins jeunes, l'éducation tout au long de la vie. Alors, j'ai eu 2 temps de président. J'ai eu le temps jeune, du jeune président, et j'ai accueilli, quelques jours après mon élection, 3 jeunes étudiants, dont Sylvain Kern, mené par Sylvain Kern. Ouais, il est toujours jeune. Hein. Il est jeune. Ah oui, ça, il m'impressionne. Et ils sont venus me proposer la Cité de la Réussite. Ils l'avaient proposé à la rectrice de l'époque, Hélène Arveller, et au jeune président qui était là. Et je leur ai dit tout de suite, bien sûr, on vous ouvre la Sorbonne, c'est-à-dire la Sorbona, la bonne opportunité. Donc là, c'était le temps joyeux du président jeune. J'ai connu un autre temps que je viens de terminer, c'est celui du président vieux. C'est plus le même temps. Aujourd'hui, les présidents d'université sont devenus des managers, des gestionnaires. À l'époque, ils étaient les primus inter pares pour valoriser les projets, les personnes, l'innovation. Aujourd'hui, nous gérons, un peu comme on gère un contrat d'assurance, dans le temps, avec une rentabilité. On est là pour rentabiliser le temps, les moyens, et je trouve que le métier de président d'université, la mission de président d'université, a mal évolué dans le temps, du moins en France. Alors, dernière question d'étudiant, et puis après on va passer aux questions du public, allez-y. Pour moi, ce serait une question pour M. Georges Haddad encore. Pour vous, est-ce qu'il y a des émotions et des sentiments qui influent sur le temps? Des émotions et des sentiments qui influent sur le temps. Oui, il y a une émotion qui est essentielle, c'est l'amour. Ah, voilà le vrai sujet. L'amour, tout est amour. Éduquer, comme je l'ai dit dans un de mes articles, si l'enseignant n'aime pas ses étudiants, si les étudiants n'aiment pas leurs professeurs, l'éducation devient un calvaire. Et donc le temps devient infini. Donc tout repose sur l'amour de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, à tous les niveaux. Il faut aimer ce qu'on fait. Et je trouve que la principale émotion dans la vie, c'est l'amour. Le reste, c'est du baratin. Bravo. Il a raison. Alors, on peut revenir des étudiants pour reposer des questions, mais je voudrais quand même ouvrir à la salle. Est-ce qu'il y a des envies, des pulsions, des questions, des remarques, des vociférations? Je ne sais pas. Allez-y, madame, par exemple. Et madame là-bas. J'en sais rien. Tout d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en introduction. On se sent vraiment intelligent en vous écoutant. D'autre part, en tant que médecin, et vous parliez de l'illusion du temps, je pense que le temps biologique n'est pas une illusion. Et que nous avons, du fait de notre finitude, nous connaissons à peu près le temps de vie, et qui aujourd'hui effectivement s'est prolongé, puisqu'il y a quand même une augmentation de la longévité, malgré tout ce qu'on peut dire des agressions environnementales, etc., et que nous savons pertinemment que notre temps de vie est entre 110 et 120 ans. Donc là, le temps n'est pas une illusion. Quand même. Alors, l'immortalité, Alors, on ne peut pas s'assurer contre ça. Hein. L'assurance vie, c'est la... Non, mais je reprends. C'est sans doute l'allongement de l'espérance de vie, la plus grande conquête de notre génération et des générations qui nous ont instantanément précédés. On a eu des conditions inouïes pour y parvenir. Je pense que la première de ces conditions pour y parvenir, c'est l'absence de guerre. Quand vous regardez l'histoire de notre pays, des séquences qui durent maintenant depuis 80 ans pratiquement, sans qu'il y ait eu de guerre sur le territoire, c'est extrêmement rare. Je m'étais amusé à faire le calcul à rebours. Pour trouver une période de 80 ans de paix sur le territoire de la France métropolitaine d'aujourd'hui, il faut remonter jusqu'aux Antonins, c'est-à-dire 18 siècles. Ça fait 18 siècles qu'il n'y a pas eu de période aussi longue pendant laquelle notre petit morceau de planète est resté sans invasion, sans etc. Et c'est reparti. Et c'est, je crois, cet accroissement de la longévité, c'est le phénomène majeur. Et c'est aussi à la source de toute une série de questionnements que nous avons. On va arriver très bientôt à
à une augmentation considérable du nombre de décès en France. Là, c'est l'assureur qui repart, hein, donc ne m'en veuillez pas. Mais on va voir arriver à la fin de leur période de vie tous les enfants du baby-boom. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près à 550 000 décès par an en France. On va, d'ici une dizaine d'années, on va plutôt atteindre un niveau moyen de 800 000 décès. Ça va aussi poser la question du vieillissement. On va avoir tous ces sujets-là devant nous, qui sont quand même des grandes questions de société. Et ça a été, encore une fois, je pense que l'allongement de la vie. Il reste un endroit sur lequel on a des vrais progrès à faire. Là, je parle de la France. C'est l'espérance de vie en bonne santé. Nous sommes en 3e position en Europe pour l'espérance de vie totale. Mais nous ne sommes que 9e pour l'espérance de vie en bonne santé. Si on doit faire un effort avec, je dirais, une rétribution convenable de cet effort, c'est là qu'il faut le faire. Alors, une autre grande question, probablement, c'est à vous. Oui, je rebondis justement, puisque vous parliez de la mort. À ce moment-là, la mort, c'est un arrêt du temps ou un temps mort? Question de basket. Temps mort. Non, moi je pense de manière très prosaïque que la mort, c'est pas une fin en soi, puisque tout ce que nous avons en molécules, en énergie, etc., va se transmettre d'une autre façon. Donc la mort, c'est un passage nécessaire, obligatoire, mais tout ce que nous avons en nous, tout notre corps, vous savez, de manière très probabiliste, le nombre de molécules que vous avez et qui sont passées par Napoléon, par Charlemagne, etc., est infiniment plus important que vous ne pouvez le penser. Donc il y a une sorte de continuité, mais pas sous la même forme. Donc, il faut accepter que nous sommes éternels, entre guillemets, tant qu'il y aura de la matière, donc du temps, mais que nous passons à d'autres formes, et il faut l'accepter. Vous savez, la sagesse des hindouistes et des bouddhistes mérite d'être prise en compte. Hein. Vous avez mentionné le catholicisme, le judaïsme, l'islam, mais n'oublions pas des religions qui nous apportent une sagesse infiniment importante. Aurélie, vous choisissez Napoléon, vous auriez pu prendre les vers de terre. Hein. Les vers de terre. Ça aurait plus. Aurélie Jean. Merci. Peut-être par rapport à la mort, même si le temps s'arrête pour celui qui part, le temps continue pour ceux qui restent. Et je rajouterais à cela que lorsque tu parlais d'amour, Georges, je parle aussi de manque. Et lorsqu'on parle du temps, on parle souvent du temps présent et du futur, et on ne pense pas assez au passé. Et lorsque vous avez perdu quelqu'un, le temps s'est arrêté pour lui, le temps continue pour vous, et ce temps qui avance vous éloigne chaque jour davantage de cette personne, avec la peur, en tout cas ça me concerne, moi j'ai une peur, pas de la mort, mais la peur de l'oubli de ceux qui sont partis. Donc ce temps aussi s'exprime ainsi, je pense. Il faut que je réagisse à ce que disait Aurélie, c'est essentiel. Quand j'étais enfant, je n'ai pas connu mon grand-père paternel qui est mort très jeune. Et je demandais à ma grand-mère, dans la langue qui était la sienne, c'était le judéo-arabe, et je lui disais, mais parle-moi de mon grand-père. Elle m'a parlé de mon grand-père et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Il était mort 30 ans avant, je ne l'ai pas connu. Et ma grand-mère a eu cette phrase très sage pour dire, tu te rends compte, Joseph, parce que je porte son nom, eh bien, est mort il y a plus de 30 ans, et un enfant le pleure aujourd'hui. C'est ça qui est important. Elle a tout dit, là aussi. C'est absolument magnifique. Oui, l'être humain, il a sa conscience, voit le monde dans un état et observe le monde passer d'état en état, et c'est ça qui peut-être lui donne la notion du temps. Mais la matière, d'après la théorie quantique, se trouve en même temps en plusieurs états. Comment vous conciliez le fait que le temps ait une différence entre matière et conscience? Matière et conscience. Qui se colle? Non mais, oui, moi je suis un peu embarrassé parce que je pense qu'on ne peut pas parler du temps comme ça en général. Mais par exemple, des grandes découvertes des physiciens, mais elle n'a aucun impact sur le langage, encore moins sur la pensée, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle le cours du temps et ce qu'on appelle par ailleurs la flèche du temps, qui n'a rien à voir avec le temps. Voilà. C'est-à-dire que le cours du temps,
c'est le fait que vous ne pouvez pas vivre dans le futur un instant au travers duquel vous êtes passé dans le passé. Autrement dit, c'est le fait que le temps est irréversible. Voilà, il ne repassera jamais par le même instant. Le fait que le temps ne sonne jamais deux fois. Donc le temps, il est toujours irréversible. Et ce qui a perturbé les physiciens, c'est au XIXe siècle qu'ils ont compris que les équations de la physique sont réversibles. Autrement dit, les équations de la physique prédisent que n'importe quel système physique devrait pouvoir retrouver dans son futur n'importe quel état qu'il a connu dans son passé. Alors, les équations de la physique vous disent, si vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Et si vous attendez suffisamment longtemps, vous retrouvez d'un côté le lait, de l'autre côté le café, ce qui n'est pas ce que nous observons. C'est un grand paradoxe, etc. Et on a fini par comprendre qu'il y a deux choses à ne pas confondre, c'est le temps et le devenir. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais simplement évoquer l'œuvre d'un peintre que vous connaissez certainement, qui s'appelle Romano Palca, un peintre franco-polonais, qui est mort en 2011 et qui, pendant toute sa vie, à partir de 1964, a fait tous les jours la même chose. Il a pris des grands tableaux sur fond noir, et avec un pinceau de peinture blanche, il a peint la suite des nombres entiers. 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois qu'il terminait un tableau, il se prenait en photo, dans la même position, avec le même appareil, la même chemise, le même éclairage. Et il a fait ça pendant plusieurs dizaines d'années. Et son œuvre, j'ai pu le rencontrer, il n'avait jamais entendu parler de physique, mais son œuvre illustre parfaitement ce que je viens de dire. Les nombres entiers qui se succèdent, c'est le cours du temps. C'est-à-dire tous les nombres sont différents, mais ils ont le même statut. Ils sont obtenus de la même façon, on ajoute 1 au nombre précédent. Donc tous les nombres sont différents et ont le même statut. Ça, c'est le cours du temps. Et puis son visage qui, à mesure que le temps passe, non pas à cause du temps, c'est pas le temps qui nous fait vieillir. Hein. Ce qui nous fait vieillir, c'est ce qui se passe dans le temps, les phénomènes biologiques. Mais le temps n'a jamais fait vieillir quiconque. Okay, vous voyez comment ça oblige à reprendre le langage. Hein. Le temps ne fait pas vieillir. Ce sont les phénomènes qui se déroulent dans le temps qui font vieillir. Bon. Et bien son visage qui vieillit, les cheveux blancs, etc., ça illustre ce qu'on appelle la flèche du temps. C'est-à-dire que son évolution à lui, dans un temps irréversible, est elle aussi irréversible. Non pas à cause de l'irréversibilité du temps, mais à cause de l'irréversibilité des processus physiques. Les atomes radioactifs, par exemple, sont des atomes qui ne vieillissent pas et qui sont mortels. Si vous prenez un atome de carbone 14 radioactif qui est apparu il y a 1 minute, vous le mettez à côté d'un atome radioactif de carbone 14 qui est apparu il y a 1 milliard d'années, donc il y en a un qui est plus âgé que l'autre. La probabilité qu'ils les intègrent l'un et l'autre dans la minute qui suit est la même pour les deux. Alors, d'accord, autrement dit, le vieillissement qui est l'augmentation de la probabilité de mourir dans l'année qui vient, définition officielle, le vieillissement n'existe pas pour les atomes radioactifs, de même qu'il n'existe pas pour les hommes entre 23 et 39 ans. En une seconde. La probabilité qu'un homme de 23 ans de mourir dans l'année qui vient est la même que pour un homme de 39 ans. C'est une excellente Très brièvement, voilà le professeur de physique que j'aurais dû avoir et que j'aurais rêvé d'avoir. Madame, merci Étienne. Je terminerai par une remarque. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout les veuves. Pierre Dac. Oui, bonjour, Sophie Fischmann. J'ai une question pour Étienne Klein. Alors moi, j'ai toujours été nulle aussi en physique et ça s'est pas arrangé quand on a essayé de m'expliquer qu'un chat pouvait être mort et vivant à la fois, celui de Schrödinger en tout cas, parce que c'est comme l'enclume et la plume, je l'ai jamais constaté moi-même. Donc j'essaie de lire des livres de vulgarisation, les vôtres, Étienne Klein, et puis ceux de Stephen Hawking aussi, et je suis tombée sur un petit livre super avec des petits chapitres sur brève réponse aux grandes questions de Stephen Hawking, et où il dit que Dieu ne peut pas avoir créé l'univers puisque il n'y avait pas de temps avant le Big Bang. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous voilà partis sur Dieu. Alors, c'est incroyable, hein? Non mais déjà le chat Schrödinger. Il ne faut pas dire qu'il est vivant et mort. Ce que dit la physique quantique, c'est que son état physique est la superposition quantique de deux états physiques qui sont vivants et morts. Donc la bonne façon de dire ce truc, c'est le chat est vivant plus mort.
Et c'est bon signe. D'abord, quand quelqu'un a compris, c'est qu'on n'a pas été clair. Hein. Ok. C'est le comme. Allez-y. Alors, allez-y. Il nous reste deux questions. Une ici, c'est les étudiants. C'est trop long. Sur Dieu, c'est trop long parce qu'il y a beaucoup de débats. Dieu prouvé par la science, etc. Et on parle du Big Bang comme si c'était l'origine de l'univers. Ce qui n'est pas du tout le statut qu'il a en physique aujourd'hui, même si la façon de le dire continue d'être la même. Donc je ne sais pas si Étienne me donne 20 minutes ou pas. J'ai l'impression que non. Donc je m'arrête là. Voilà. Ouais, pardon. Merci à chacun et chacune. Sur la réponse sur Dieu et l'univers, Einstein a demandé une audience au pape. Le pape lui a accordé. Et on ne sait pas trop ce qu'ils se sont racontés tous les deux. Hein. Mais en sortant, on a simplement entendu le pape qui disait à Einstein, on est bien d'accord. Du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, c'est vous. Avant le Big Bang, c'est nous. Mais attends, c'est une discussion qui a été notée, donc c'est pas les gens, entre Stephen Hawking et Jean-Paul II en 1992 à l'Académie du Vatican. Mais moi, je ne voulais pas donner de nom. Pas de Einstein. Parce qu'on anonymise les données. Encore là. Merci à chacune et chacun pour la qualité de l'intervention. On constate que la société d'aujourd'hui, c'est la société des loisirs. Et est-ce qu'on ne peut pas en conclure que par rapport au temps qui file et qu'on ne peut pas rattraper, la société des loisirs, c'est plutôt la société du temps choisi, et qu'effectivement, l'être humain a la possibilité d'essayer de maîtriser le temps par rapport à ce temps choisi des loisirs, et par rapport à ce temps qu'il mesure à travers des instruments comme les horloges. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, le temps des loisirs. Oui. Je ne sais pas si l'être humain peut choisir le temps, le maîtriser. En tout cas, il peut choisir ce qu'il en fait, ce qu'il va faire pendant ce temps. C'est la réponse que je donnerais. Puisque le temps est une notion intrinsèque, même si c'est encore un concept, il faut quand même le dire, après tout on pourrait tout à fait renverser le concept du temps et de revoir même la définition du temps. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qu'on maîtrise le temps à travers ce qu'on en fait, comment on le remplit, comment on s'en souvient et comment on se projette. Oui, je reviens à la Sorbonne. Il y a quelques mois, nous célébrions le jubilé de l'université Panthéon-Sorbonne. Et on m'a demandé d'écrire une lettre pour les étudiants de 2071, c'est-à-dire dans 50 ans. Et je peux vous dire que ça a été une énorme émotion pour moi. C'était la première fois que j'écrivais quelque chose, non pas pour le temps présent, même le mathématicien a toujours écrit dans le temps présent, mais pour un temps qui va m'échapper, puisque, comme je l'ai dit aux étudiants, je leur demanderai de m'excuser de mon absence, puisque dans 50 ans, je serai très occupé, à quoi je ne le sais pas. Et puis j'ai réalisé que le message que je devais leur faire parvenir, donc ce message est mis dans une capsule, vous savez, les capsules, je crois que c'est à l'époque romaine, on créait des capsules qu'on mettait dans les murailles des bâtiments qu'on inaugurait, et j'ai écrit mon message autour d'une question essentielle qui est pour moi la notion même de loisir. Qu'est-ce que le loisir? Et je leur ai expliqué que je leur souhaitais de tout cœur que leur époque laisserait toute sa place au rêve. Parce que le temps du rêve, c'est le temps du loisir absolu, le temps où vous vous libérez de toutes ces contraintes. Et je leur ai dit justement que j'espère que leur époque, dans 50 ans, laissera le temps de rêver. Génial. Pour les jeunes. J'ai rajouté la révolte et l'audace. Mais le temps de rêver, c'est ça l'essentiel pour un être humain. Si un être humain ne rêve plus, pour moi, il est déjà mort. Alors, une question qui va nous plonger encore dans les rêves, Laurence Villers. Merci pour cette table ronde. On a besoin de philosophes, on a besoin de physiciens, très certainement, parce que demain, on risque de vivre le réel et le réel en même temps. Écoutez un peu ce que disent les Chinois avec le métavers. On sera à la fois dans le virtuel et à la fois dans le réel, avec deux temporalités, deux identités. Alors j'aimerais bien que
effectivement, c'est bien les loisirs. Mais si les loisirs demain de nos enfants sont d'aller dans le métavers, de jouer à des jeux vidéo dans 2 temps différents, je pense que Étienne Klein, si tu pouvais répondre à cette question, que dit le philosophe et comment penser cela? Et effectivement, tu as raison, en Chine et en Europe, on ne pense pas de la même façon ce temps. Non, en effet, la situation que vous décrivez, c'est pas du tout celle du Schlesinger, c'est pas du en même temps, c'est 2 réalités différentes qui superposent et qui mettent en jeu des temporalités différentes qui vont induire une forme de schizophrénie. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire d'attendre le métaverse pour parler de ce sujet, puisque déjà aujourd'hui, chacun se met en scène dans le monde numérique, par exemple par l'autopromotion, comme si on avait une réalité autre que la sienne, qu'on manipule à volonté, en donnant à l'extérieur une image de soi complètement artificielle, en tout cas qu'on a complètement soi-même déterminée, sans qu'elle corresponde à la réalité. Donc on n'a pas besoin du métaverse dont on nous parle aujourd'hui pour penser que cette volonté de schizophrénie, finalement, est déjà en acte aujourd'hui. Maintenant, sur le dialogue entre les physiciens et les philosophes, vous voyez, je me suis intéressé au temps pour une raison simple. Quand j'étais en terminale, le professeur de philosophie nous parlait du temps. Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson. Ouais, à l'époque, on parlait tout ça en terminale. Hein. Et j'avais remarqué que notre professeur de physique parlait du temps, mathématisé par le paramètre T. Et moi, naïvement, je me posais la question, mais est-ce que notre professeur de physique parle de la même chose que le professeur de philosophie? En fait, je n'entendais pas les mêmes choses. Donc la question, c'est est-ce qu'il parle de la même chose? Si la réponse est non, mais pourquoi c'est le même mot? Et si la réponse est oui, ils parlent de la même chose, pourquoi est-ce qu'ils en disent des choses différentes? Et donc tout mon travail, moi, ça a été de voir qu'est-ce que la physique nous dit, qui pourrait changer la façon philosophique de penser et de dire le temps. Travail passionnant, mais évidemment complètement vain, sans aucun intérêt ni utilité, puisqu'à l'agrégation de philosophie l'an dernier, concours ouvert, question, sujet, le temps, ouvrage à lire, Aristote, Saint-Augustin, Kant, Merleau-Ponty, Bergson, Heidegger, Husserl. Einstein, non. Galilée, non. Hawking, non. Voilà. Donc on recycle. Voilà, on recycle. Alors, on recycle. Et du coup, on peut tout dire. Et d'ailleurs, on l'a bien démontré pendant cette table ronde. Alors, je ne sais pas si le temps existe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est certain, c'est l'heure du déjeuner. Donc à vous, la dernière question. Oui, alors nous, on aimerait revenir sur une dernière question qu'on aimerait poser Aurélie Jean. C'était toujours sur la question de l'univers numérique. Et c'est un peu moins dans le futur que tout ce qui est question de métaverse, etc. Mais on est vraiment dans un avènement de l'ère numérique, on utilise le numérique pour tout. Et selon vous, comment cette utilisation du numérique a modifié notre perception du temps? Alors, c'est un phénomène qui a toujours existé à travers les évolutions sociétales, quand on s'est mis à travailler avec une rémunération en retour, quand on s'est mis à se déplacer, etc., quand on s'est mis à communiquer, à imprimer des documents. Enfin, le temps, en tout cas notre perception du temps a évolué. Je dirais aujourd'hui, il y a 2 points, et d'ailleurs j'avais écrit un numéro spécial du point sur ce sujet, sur la perte de l'épicurisme. C'est qu'il y a 2 choses que les outils numériques, donc moi je parle d'algorithmes, en fait, ce sont les mécanismes sous-jacents de fonctionnement en fait, de ces technologies. Ces algorithmes en fait, vont faire 2 choses. D'une part, ils vont aller très très vite, parce qu'en fait on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Quand on prend les algorithmes historiques, en fait, même de l'époque de Euclide, on était sur des algorithmes exécutés à la main. Aujourd'hui, ils sont exécutés. Donc, exécutés à la main, voulant dire le temps perceptible par l'humain. Aujourd'hui, ils sont exécutés par des machines avec des temps records en dessous de la nanoseconde. Donc, cela, pour une opération, j'entends, pas pour un calcul entier. Donc, cela étant dit, on comprend bien que les choses vont très vite et que de ce fait, des choses s'exécutent sous nos yeux sans qu'on puisse capturer le pas de temps. Si on parle de discrétisation, même si on est en continu, on ne peut pas capturer en fait l'exécution. Premier effet, ce qui a comme conséquence que les choses vont plus vite que ce que nous percevons. Comme je disais tout à l'heure, on va nous proposer un restaurant favori, avant même qu'on l'ait testé, on va nous proposer un idéal amoureux, un partenaire amoureux avant de connaître son nom, ou on va encore nous proposer un livre qu'on va aimer sans avoir découvert le contenu. Donc des choses comme ça. Et donc il y a aussi cet aspect-là qui est que les algorithmes vont aussi devancer le temps, puisqu'ils sont aussi capables, parce que nous on les a créés ainsi,
en fait, de nous donner des indications sur le futur. Je donne encore cet exemple qui est assez bête et naïf, mais tout le monde le comprend, la météo. Les algorithmes existent depuis très longtemps, il y a depuis très longtemps des équations physiques qui sont résolues tous les jours pour aller identifier les évolutions dans le temps de la météo, des températures, des gradients de température, des champs de pression, etc., sur des surfaces plus ou moins grandes. Et puis, on peut aussi aller prédire, pour ceux que ça intéresse, les résultats sportifs, en fonction du risque. On peut aussi travailler aussi sur l'évolution des stocks du marché à travers en fait la mesure de l'efficacité des analystes financiers, etc., etc. Donc les algorithmes en fait ont une influence double sur le temps, c'est qu'ils vont très très vite, ils ont une exécution qui est rapide sur une échelle de temps plus petite que notre temps perceptible à nous, et puis ils vont pouvoir nous permettre d'aller voir, entre guillemets, anticiper des phénomènes du futur, mais il n'y a pas de prédiction magique, hein. C'est parce qu'en fait on arrive à comprendre le passé, on comprend explicitement le mécanisme, le phénomène qu'on souhaite modéliser, et qu'on va être capable d'identifier des évolutions dans le temps. Dernier mot, chacun un seul mot pour répondre. Qu'est-ce que le bon temps pour vous? Le bon temps? Celui que nous passons ensemble. Je vais aller à peu près dans le même sens, c'est celui que nous partageons. Voilà. Oui. Moi, je dirais c'est celui dont on se souvient. Étienne? Je sais pas. Moi, pas son dernier. Non, moi, je pense que c'est tout le temps, en fait. Oh, c'est magnifique. Notamment maintenant, mais après, ça sera bien aussi. Les vacances qui se profilent. Voilà. Non, c'est tout le temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... C'est impossible de perdre son temps, en fait. En tout cas, merci. Un grand merci pour ce bon temps passé avec vous. Bravo. Bravo, bravo, bravo.